Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 170e rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Akli Tadjer qui sort son livre aujourd'hui en librairie. Ce roman s'appelle D'amour de guerre aux éditions Les Escales. Et pour l'interroger ce soir, nous avons Laurence Gilardi de la librairie La Rose des Vents à Dreux. Nous avons aussi une librairie partenaire, je ne sais pas si vous la connaissez tous les deux, c'est Le Coin des Livres à Davézieux, donc on les salue. Avant de vous laisser la parole pour discuter de ce merveilleux roman, comme je l'ai dit, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser et je me ferai un plaisir de revenir après votre échange pour vous les poser. Akli, Laurence, je vous dis à tout à l'heure, belle rencontre. Merci. Alors, Bonjour Akli. Bonjour Laurence. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. C'est le jour de la sortie de mon nouveau roman. Voilà, c'est ça. Alors un peu stressé, mais très confiant finalement. Pourquoi stresser? Bah oui, tu peux être confiant si tu es là ce soir pour en parler, c'est que je l'ai aimé, sinon je ne serais pas là à en parler, tu me connais. Bah écoute, on se connaît un petit peu, Akli, c'est pour ça que je te tutoie, parce que tu nous as rendu visite par 2 fois. La première en 2012 pour parler de la meilleure façon de s'aimer, et puis ensuite en 2014 avec les termes du paradis qui étaient déjà des coups de cœur. Enfin bon, à chaque fois que je te lis, j'aime te lire, Akli. Donc ce soir, on va parler effectivement de ton nouveau roman d'amour et de guerre qui est paru aujourd'hui aux éditions Les Escales. Et on va suivre le destin d'un jeune homme qui s'appelle Adam, qui habite Bouzoulem, un petit village de Kabylie. Adam est éperdument amoureux de Zina, une jeune fille éleveuse de chèvres. Et ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont toujours été ensemble. Ce sont des gamins curieux et leur curiosité les a poussés, en tout cas menés vers la fenêtre de l'école du village. Cette fenêtre, ils se mettent en dessous, ils écoutent les leçons du professeur, de l'instituteur, Monsieur Grandjean. On en reparlera tout à l'heure de ce Monsieur Grandjean que j'adore. Pour le moment, Adam a 20 ans. Il souhaite se marier avec Zina, c'est son vœu le plus cher, et il retape la maison héritée de ses parents pour en faire leur petit nid d'amour. Seulement voilà, on est en 1939, en octobre 1939, la guerre en France est déclarée et la France a besoin de soldats. Et ces soldats, ce seront, pour ton roman, les soldats coloniaux, les soldats des colonies françaises. Tu peux nous raconter, Akli, le départ de Adam pour la France? Oui, je peux vous raconter le départ. Donc, nous sommes en 1939, la guerre est déclarée, comme tu le dis, et la France a besoin des soldats des 4 coins de l'Empire, comme on dit, des 100 millions d'habitants, et qui se prétend l'armée la plus puissante du monde, justement avec ses colonies. Donc, elle embarque à tout va toutes sortes de gens qui viennent des Antilles, de la Réunion, de toute l'Afrique, les tirailleurs, et beaucoup d'Algérie. Alors, je raconte cette histoire à partir de l'Algérie parce qu'évidemment, c'est ce que je connais le mieux. Et donc, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est enrôlé de force pour faire la guerre. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui étaient militaires de carrière, ce qu'on appelait les tirailleurs, et puis il y en a qu'on a enrôlé de force. C'est-à-dire qu'on les a pris, on leur a dit demain matin, tu pars, tu vas aller te battre. C'est la violence du départ qui est quand même quelque chose de Elle très est brutale, parce qu'en fait, ils ont été carrément arrachés. On les a pris soit dans leur village, d'autres étaient en train de faire le marché, d'autres rentraient chez eux. Dès qu'ils étaient à la force de l'âge, on les a pris de force, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et on leur a dit demain, vous partez pour la France, vous allez combattre les Boches. Alors évidemment, tout le monde ignorait tout de la France et de sa géographie et de son espace, où ça se situait, parce que ce sont des gens qui étaient, pour la majorité, analphabètes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune instruction, c'est-à-dire qu'ils ne situaient même pas géographiquement où était la France, la vraie France, comme ils l'appelaient. Parce qu'ils vivaient dans une souffrance au sens propre comme au figuré. Et donc, ils sont embarqués. On leur a dit, vous allez vous battre contre des Boches. Évidemment, le mot Boche ne signifie rien pour eux, pas plus qu'allemand. Allemand veut dire quelque chose parce que leurs aînés ont déjà fait la guerre. Et donc, voilà, toute une grande partie de cette jeunesse se retrouve avec un uniforme à se retrouver au front, dont mon personnage
qui s'appelle Adam. Et sa souffrance est d'autant plus grande qu'il est amoureux fou de Zina, une jeune femme qu'il connaît depuis tout jeune. Ils gardaient ensemble les troupeaux de chèvres. Et voilà, c'est l'amour de sa vie. Il n'imagine pas faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Mais donc, oui. le voilà au front avec des milliers d'autres soldats venus des colonies. Voilà, alors tu parlais tout à l'heure de Un voilà, arrachement, en fait. un arrachement. Alors, on les affuble d'un uniforme de soldats, uniforme qui a déjà fait la guerre de 14. Apparemment, les soldats coloniaux ne sont pas considérés comme de vrais soldats, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que tu racontes. Et voilà, ils partent comme ça, ils sont déguisés, quoi. Ils savent même pas où. Ils sont pas considérés, enfin, ils sont considérés comme des soldats parce qu'ils portent un uniforme, mais l'honnêteté nous oblige à dire qu'ils sont surtout considérés comme de la chair à canon, comme ils l'ont déjà été en 14. C'est-à-dire qu'ils aient des états d'âme, qu'ils pensent quoi que ce soit de ce conflit, enfin, leur avis n'a strictement aucune importance. On les met en première ligne. En première ligne, alors donc il va se passer du temps avant qu'ils soient en première ligne parce que le départ, c'est donc depuis leur petit village, ils vont arriver près du port avant de partir pour aller jusqu'à Marseille. Donc bon, il y a tout un périple difficile, très difficile. Oui, c'est très, très difficile parce qu'en plus, il y a une formation très sommaire de militaires. Pour beaucoup, on leur apprend simplement à tirer sur des cibles qui ont déjà servi 50 fois, avec des fusils qui ont fait la guerre 14. On sent bien que ces gens-là ne sont pas faits pour avoir une instruction de militaires de pointe. On sent bien que ce n'est pas avec leurs fusils de 1914 qu'ils vont battre l'armée allemande, surtout que l'armée allemande dans la Seconde Guerre mondiale, c'était l'armée numéro 1 au monde. Il n'y avait pas plus. Voilà, on sait ce que c'est, puisque la guerre a été pliée en quelques mois en 1939. Mais oui, c'est ça. Et donc, c'est compliqué pour tous, mais c'est encore plus compliqué pour les soldats des colonies. C'est ça que tu expliques dans ton roman. Parce qu'ils n'ont pas. Moi, ce que j'explique, c'est que bon, la guerre, c'est dur pour tout le monde, hein, que vous soyez un soldat. Bien sûr. Un Français de France, puisqu'il y avait des Français d'outre-France. Oui, mais ceux-là n'y comprennent rien. On les balance dans une guerre qui, a priori, ne les concerne pas. Qui ne les concerne, surtout ceux qui ont été arrachés, ceux qui étaient militaires de carrière. Au moins, ça donnait un sens à leur vie, même si c'était pour la perdre. Mais eux c'était une guerre qui ne les concernait pas. Ils vivaient déjà dans un état colonial qui les méprisait et les humiliait, et ils vont subir d'autres humiliations en arrivant sur les champs de guerre. Voilà, mais c'est pour ça je disais ça parce que je pense à Adam, évidemment. Je parle bien sûr. Lui. Et tout ça est vu à travers le prisme de mon narrateur qui s'appelle Adam. En fait, ici, on dit Adam, mais le M se prononce. Hein, et tout est vu à travers ce prisme. Et pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire aussi? Parce que je pense que la question qu'on peut poser aussi à un écrivain, c'est pourquoi cette histoire-là, quoi? Pourquoi cette histoire-là? Pourquoi cette histoire-là? Non, mais je la poserai à la fin, celle-là. J'ai une petite question à ce sujet. Alors, soit j'attends la fin, mais simplement, je veux vous dire que des histoires sur la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des centaines, des films, il y en a eu des centaines, mais vus par soit des Anglais, des Allemands, des Français, de la Résistance, des collabos, souvenez-vous, La Comblucien, un film il y a longtemps, par les Juifs, évidemment, mais par ce regard-là, des soldats venus d'outre-Méditerranée, des soldats algériens, marocains et tout, avec ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils pensent et leurs sentiments par rapport à ce drame, je n'en ai pas lu, je n'en ai pas vu. C'est ça. Alors donc, la guerre, ils y vont, ils sont obligés. Hein. Ils ne sont pas... Ils sont souvent dans l'humiliation. Dans ton roman, attention, hein, dans la vraie vérité aussi. C'est pas une généralité de ton roman, mais en tout cas, les personnages d'Amour et de guerre sont dans l'humiliation, ils sont dans la peine, la souffrance. Ils arrivent dans un pays, dans une région dans le nord où il fait très froid. Par moments, on a l'impression qu'ils s'ennuient.
ils ont envie que la guerre commence. Voilà, parce qu'en fait, le drame quand vous êtes sur la ligne Maginot, c'est que c'est une espèce de ligne un peu artificielle qui a été construite justement pour empêcher qu'il y ait une seconde guerre, que les Allemands ne repassent le Rhin, et en fait, il ne se passe rien du tout. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la drôle de guerre, c'est parce qu'il ne se passe rien du tout. Et à chaque fois, les soldats se disent, mais quand est-ce que ça va démarrer cette guerre? C'est pas possible et tout. Et si cette guerre ne démarre pas, qu'on rentre chez nous, parce qu'on n'a rien à faire ici, c'est pas notre guerre, on est déjà un peu condamné à être au front et tout. Et puis voilà, il se trouve que les Allemands se fichent de la ligne Maginot et qui passent par plus au nord. Et donc, ils sont envoyés en catastrophe au front. Et là, ils ont affaire à ce qu'on connaît de l'armée allemande du Troisième Reich, c'est-à-dire que 100 fois plus forte que l'armée française. C'est tout ce que ces soldats avaient dans la tête. C'est ça aussi qui est très important. À savoir que on leur avait tellement bourré la tête que l'armée française était la plus puissante du monde et tout. Et quand ils voient ce monde vaciller, s'écraser en quelques semaines, quelques mois, ils se disent mais ouais, on nous a menti. On nous a fait croire que l'État français était le plus fort du monde, mais ce n'est pas vrai. Et on a été humiliés avec eux, on a été ridiculisés et les morts se comptaient par centaines de milliers. Et à partir de là va naître une espèce de conscience chez ces gens-là. C'est-à-dire que les gens qui leur donnaient des coups de pied au cul, parce que c'est la vérité, quand vous êtes humilié, enfin c'est une image, mais bon, oui. Eh ben, c'était eux qui les prenaient les coups de pied au cul. Et là, à partir de là, ça va commencer à gamberger dans la tête de tous ces soldats, tous ces survivants plutôt. Parce que, ces survivants, oui. Oui. On se demande encore comment il peut y avoir des survivants par rapport à la façon dont ils sont traités. C'est horrible. C'est horrible. Alors donc le combat, il est arrivé effectivement, mais il ne va pas durer longtemps en tout cas pour Adam, pour cette troupe de soldats qui fait partie qui part au front. Ça ne va pas durer longtemps pour eux. Ah bah, ça va être très vite plié parce qu'ils sont dans voilà, l'armée allemande est beaucoup plus forte et donc on va les séparer. Donc ils deviennent des prisonniers allemands et les Allemands les séparent en deux. Les Français d'origine européenne partiront dans des camps de travail en Allemagne et les soldats coloniaux partiront dans ce qu'on appelle des fronts de stalag dans le nord de la France, c'est-à-dire des camps de travail dans le nord de la France. Et il faut savoir, ce qui est très important, c'est que les Allemands ne voulaient pas emmener ces soldats des colonies chez eux, parce qu'ils avaient peur, avec leur théorie de la race, que ces gens-là dégénèrent la race au cas où, et surtout qu'ils leur apportent des maladies qu'ils ne connaissaient pas dans leur manuel de médecine. Voilà, et c'est pour ça que ces camps, ces fronts de stalag étaient installés dans nos campagnes dans le nord de la France, mais il n'y avait rien. C'était dans des pâtures. C'est ça. Dans des pâtures à nu, d'abord pour commencer, parce que qu'est-ce qu'il fallait faire de ces dizaines et des dizaines de milliers de soldats marocains, algériens, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Donc ils les ont mis dans des pâtures entourées de fils barbelés. D'abord, les premiers temps, ils dormaient sur la terre battue, sur des bâches, comme des animaux, quoi. Pire que des vaches, parce que les vaches, elles pouvaient rentrer à l'étable le soir, puisque pour eux, il n'y avait même pas d'étable. On leur a donné des planches pour qu'ils se construisent des baraquements. Et le comble du comble, c'est que les Allemands ne voulaient pas les garder. Donc, ils les donnaient à garder à des prisonniers soldats français. C'est-à-dire que les gens qui les avaient précipités dans cette guerre, finalement, c'était eux qui devenaient leurs geôliers en plus. Alors, imaginez un peu tout ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là. Oui, et d'autant plus que sous couvert du grade qui est au-dessus, chacun se permet d'humilier, j'utilise encore ce terme-là, mais le grade du dessous, enfin, je veux dire, le petit soldat, le presque rien, comme tu dis dans ton roman, il a toujours au-dessus de lui un gradé, qui a un gradé, qui a un gradé, et chacun se passe la balle. Il n'y a plus de... comment peut-on expliquer ça? Chacun ne peut pas... En fait, ils sont chacun dans une espèce de survie. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Oui, c'est que moi, j'explique, je n'ai pas envie d'excuser qui que ce soit, mais par exemple, les soldats qui gardaient les soldats coloniaux, les soldats français, pour eux, c'était une question de survie. Ils étaient dans une forme de lâcheté, mais après tout,
c'était ça où eux aussi mouraient, etc. Et puis après, il faut dire la vérité, le courage, ça ne s'achète pas. C'est Il y a ça, très on le peu qui ressent étaient très, très Pardon? bien, ça. On le ressent très, très bien dans ce roman. Le fait que chacun soit prisonnier, en fait, d'une hiérarchie. C'est pas qu'ils veulent faire le mal ou faire la guerre, mais ils sont obligés pour sauver leur peau de faire des Là, choses. quand vous êtes dans un état où vous êtes complètement vaincu, tout le monde a capitulé, c'est soit vous partez tous en Allemagne avec un sort sinistre, et là, ils sont dans une espèce je parle des geôliers, dans une espèce de pourriture lentement. Ils savent que ce n'est pas des gens bien, mais en même temps, ils savent qu'eux aussi ont été précipités dans une guerre. Et de l'autre côté des fils barbelés, c'est-à-dire où il y a les soldats coloniaux, ces gens-là se mettent à les détester. Et c'est bien normal. Ils se disent, mais attendez, vous nous avez envoyés à la guerre pour défendre vos libertés à vous, parce que les nôtres, on n'en a pas quand on est colonie. Et voilà le remerciement, c'est vous qui devenez les auxiliaires des Allemands. Et ça, c'est une catastrophe. Et c'est à partir de là que va naître l'idée de la liberté, de leur liberté à eux. Oui. Alors bon, moi, je voulais pas en parler. Tu veux en parler un petit peu de leur liberté? La liberté, c'est dépendre de soi. Ne pas être considéré comme un mineur à vie, parce que quand vous êtes un homme colonisé, vous êtes quasiment à l'état de sous-homme, puisque rien ne dépend de vous. Vous êtes chez vous, mais rien ne dépend de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et puis ils comprennent aussi, ils se disent que peut-être que les Français vont comprendre ce que c'est que d'être occupé, de ne pas être maître de son destin. Donc, certains espèrent que à la fin de la guerre, si elle se termine, on ne sait pas comment elle se termine, ben finalement, ils comprendront ce que c'est que d'avoir été occupé, et que peut-être on leur donnera un accès à une forme de liberté, voire une indépendance. Mais ce n'est pas du tout ça qui s'est passé à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, c'est comme s'il ne s'était rien passé. L'ordre colonial a repris ses droits, et puis les premières échauffourées de l'indépendance ont commencé. Mais oui, c'est ça. Alors, je voudrais revenir, on en a parlé tout à l'heure de Monsieur Grandjean, je voudrais revenir au personnage de l'instituteur qui, pour moi, a un rôle capital dans ton roman. Je l'aime beaucoup. Il est simple, il est humble. Il a été touché par Adam, enfant, quand il écoutait les leçons, Adam, pardon, écouter les leçons à la fenêtre de l'école. Monsieur Grandjean était tout à fait au courant. Enfin, il les avait vus, mais il a fait semblant de ne pas le savoir. C'est tout à fait humble comme réaction, je trouve. Et au bout du compte, Adam va savoir lire, écrire, compter grâce à Monsieur Grandjean. Ça va quand même le sauver de pas mal de choses aussi, ça. Adam récite des poèmes de Paul Éluard. Il adore Simenon. Ça, c'est Monsieur Grandjean qui lui a passé pas mal de romans d'enquête de Maigret. Il chante la Mère Michel, il va chanter aussi la Marseillaise. Ça lui servira bien, puisque sur le bateau qui l'emmène à Marseille, il sera forcé de chanter cette Marseillaise. Enfin, tout ça pour dire que grâce à Monsieur Grandjean, Adam écrit des lettres à Zina. Voilà. Il lui écrit dans un carnet rouge. Je ne dirais pas comment il l'a obtenu, enfin comment il l'a eu, comment il l'a reçu surtout. Ce sont des lettres pudiques, magnifiques, dans lesquelles Adam raconte l'essentiel de son quotidien, mais surtout, il dit son amour à Zina et son espoir de la retrouver, surtout. Ce sont des lettres tout à fait simples et fortes, et c'est ce qui lui permet de tenir le coup. Est-ce que ce carnet rouge, moi je considère que c'est un petit peu son bâton de survie. S'il n'avait pas eu ce carnet, comment il s'en serait sorti? Enfin, c'est une manière de revenir à son amour, c'est sa vie, à son pays aussi.
C'est très, très fort, cette partie. Ces parties de lettres-là qui viennent s'insérer dans le roman. Est-ce que tu veux bien nous en lire quelques-unes? Quelques-unes. Bon, une ou deux, si tu veux. Elles ne sont pas Bon, très longues. attendez. Si vous avez 2 secondes, mais vous pouvez continuer à parler pendant que je cherche. Ah, bah, écoute, J'avais préparé. Ce sont, oui, des lettres très, très simples et pleines d'émotions. Ça donne au roman encore une autre dimension, je trouve. Alors, je vais vous lire un passage, donc, de Adam, qui est écrit à celle qu'il aime. Et en fait, pour lui, c'est une manière de survie et du dépassement de soi parce qu'il n'a qu'un but, c'est de retourner dans son pays, pas pour son pays, mais pour Zina. Et pour ça, il est prêt à... Alors voilà. Ma bien chère Zina, j'ai tant de choses à te raconter que je pourrais noircir toutes les pages de mon carnet rouge en une nuit si je m'écoutais. Mais je m'y refuse. Je les préserve pour te dire l'essentiel. Ce soir, bien que je sois cuit de fatigue, le sommeil ne me vient pas. Si mes pensées te semblent décousues, ne m'en veux pas, c'est que je déraille, comme tout le monde ici. Par où commencer? Depuis que nous avons quitté Verdun, nous avons traversé la forêt des Vosges sous la neige, entraînant derrière nous des chevaux chétifs et osseux qui ne se nourrissaient que de racines et de nos restes, des croûtons de pain pourris qu'on n'aurait pas donnés à nos poules. Les bêtes qui ne pouvaient pas porter l'homme ni la charge de matériel ont été abattues. Pourquoi je te parle de ces pauvres chevaux? Sûrement parce que cette guerre m'a appris que la souffrance animale vaut celle des hommes. Pour être franc, l'Alsace qui balance d'une frontière à l'autre au gré des événements ne m'intéresse pas beaucoup. Mais j'aime l'écouter. Il parle d'un adjudant, d'un sous-officier avec qui il s'est lié d'amitié, qui est alsacien. Donc, il lui parlait un peu de son pays. Est-ce que c'est le Voilà. capitaine Schein? C'est le capitaine Schein que les soldats coloniaux appellent Ossin, Osschein. Ils n'arrivent pas à prononcer son nom. Alors, avec sa voix qui coule comme un ruisseau de miel, ses yeux clairs et ses cheveux blancs, malgré son jeune âge, il a quelque chose de Monsieur Grandjean. Tu dois te demander pourquoi je te parle de cet homme que tu ne connaîtras jamais. Tout à l'heure, il m'a montré une photo de sa famille, prise un dimanche de lumière sur la place de la cathédrale de Strasbourg. Sa femme avait un sourire de tendresse pour ses enfants, qui riaient en pointant du doigt un cerf-volant. Lui, derrière les siens, faisait le fier avec ses lunettes de soleil, son chapeau de paille et son beau nœud papillon. On aurait dit un de nos colons. Il ne se doutait pas qu'un jour, un pas grand-chose, débarqué du fin fond de sa Kabylie, s'émouvrait en voyant cette photo lumineuse et insouciante. Moi aussi, j'aurai une famille, mais dans la mienne, il y aura des garçons, parce qu'une famille sans hommes, c'est comme une maison sans toit, je lui ai dit, en lui rendant sa photo. Tu as quelqu'un dans ta vie, Adam? J'ai souri. Comment s'appelle-t-elle? Zina. Et qu'est-ce que ça veut dire? La beauté. Elle est si belle que ça, ta beauté? Elle est unique. Mariée? J'ai répondu que je l'étais, mais pas complètement, car je n'avais jamais vécu avec toi. Il a froncé les sourcils. On est mariés ou on ne l'est pas, il faut savoir. Juste devant Dieu pour le moment. À cet instant, je nous ai vus, chez nous, à la clé. Nous étions dans le patio, flanqués d'une marmaille joyeuse et indisciplinée. On souriait à la vie, comme la petite famille du capitaine. Ma bien chère Zina, je t'écris d'une gendarmerie désaffectée en bordure du Rhin, un grand fleuve brun qui nous sépare de l'Allemagne. Samuel, Tariq et le capitaine ont déniché dans l'atelier de mécanique un camion bâché qui nous sert de dortoir. Ils dorment tous. L'heure qu'il est, je n'en sais rien. Il y a longtemps qu'on ne compte plus les heures dans ce foutu pays. Zina, tu es en moi jusqu'au dernier repli de mon âme. C'est ainsi, je n'y peux rien. Je me demande de quoi sont faites tes journées, et je maudis chaque jour les fauteurs de guerre qui nous ont arrachés l'un à l'autre. Il est temps de me séparer de toi, car comme dans la chanson de l'ami Pierrot que l'on chantait sur nos chemins de chèvre, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ma bien chère Zina, accepte mes baisers les plus doux et l'assurance de mon affection la plus sincère. Adam qui ne pense qu'à toi. Schönberg, le 10 mai 1940.
Voilà, et beaucoup des lettres se terminent ainsi avec Ouais, ma bien chère. c'est très très beau. J'adore ces lettres, elles sont très très belles. Alors, tu as parlé en lisant une lettre de Tariq et Samuel. Oui, Ce roman, c'est aussi une très belle histoire d'amitié entre ces trois personnages, Adam, Tariq et Samuel, Samuel. qui ont des opinions différentes, qui ont des croyances différentes, mais qui sont sur le même chemin, sur la même route. Et Il faut savoir qu'ils ont tous les trois été arrachés au même village, au même moment. voilà, c'est leur pays qui les unit, surtout. Et puis, bon, ben, ils sont comme des frères, puisqu'ils se suivent partout où ils vont, hein, ils sont toujours ensemble. Voilà, c'est une vraie histoire d'amitié aussi, d'amour et de guerre. Et pendant toutes ces années, bien, on ne sait pas ce que devient Zina. Alors, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que ça aurait changé les choses? Ben, mon regard, ma perception du roman, si on avait su ce qu'elle devenait, mais je ne veux pas le savoir, hein. Alors, Akli, tu es né en 1954. Et si je fais un rapide calcul, je me dis que cette histoire, elle pourrait être celle de ton père. Je me trompe? Ah non, 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 enfin, pas entièrement. Hein. Mon père, Non, mais c'est pas Adam, mais elle est inspirée pour beaucoup de sa vie parce que lui aussi a fait la Seconde Guerre mondiale et il a été arraché comme ça. Lui, c'était encore autre chose. Il allait faire les courses au marché et on lui a dit, toi, tu es costaud, tu es un gaillard, tu vas embarquer avec les autres. Et du jour au lendemain, d'une part, sa famille ne l'a plus revu et il s'est retrouvé sur le front. Et il s'est évadé aussi. Et puis, la seconde partie parce que mon père n'a pas fait le front de Stalag. Il a été en Allemagne et il s'est évadé. Mais la deuxième partie du roman, parce que le roman, c'est un peu, je dirais qu'il se divise en trois parties. Il y a la partie algérienne, territoire algérien, leur vécu. La seconde partie, prisonniers de guerre, la guerre, etc. Et la troisième partie, c'est l'évasion. Et c'est Paris, c'est la découverte d'un autre monde. Et pour en revenir à mon père, c'était beaucoup la troisième partie. C'est quand il s'évade et qu'il découvre Paris sous la botte allemande. Et ça, c'était incroyable pour lui. Il n'imaginait pas ça possible. Et après, bon, je ne vais pas raconter ce qu'il y a dans le livre, mais c'était beaucoup de la débrouillardise. oui, oui. J'ai aimé les trois parties, hein, en fait, parce que à chaque fois, c'est différent. Tout le puzzle se met en place avec ces trois parties-là. C'est, Et puis ce qu'il faut que je vous dise, parce que c'est un roman d'une certaine façon historique. Ça paraît un peu peut-être pompeux, mais j'ai fait beaucoup de recherches historiques oui, pour oui, arriver à raconter cette histoire, parce qu'il se passe plein de choses à Paris, notamment autour de la mosquée de Paris, où le recteur Ben Gabri, qui n'était pas un personnage de fiction, délivrait des certificats d'identité musulmane à des juifs, justement, pour leur éviter la déportation. Et ça, oui. c'est très souvent une histoire qui est tue, tout comme celle qu'on ne connaît pas, parce qu'à chaque fois que je parle des fronts de Stalag à quelqu'un, il n'est pas au courant à quelqu'un, à un jeune. Et moi, c'est mon plaisir de faire découvrir à travers des livres des pans de notre histoire que les gens ne connaissent pas. Mais évidemment, c'est des gens à travers mon prisme, à travers mon histoire à moi personnelle, parce que, comment vous dire, justement, à l'âge que j'ai, je suis directement, non mais je veux dire, à l'âge que j'ai, je suis directement descendant d'une personne qui a été colonisée. Je ne sais pas, troisième, 22e génération. C'était il y a une génération, mes parents étaient des gens colonisés. Et c'était des parents qui étaient, justement, que la colonisation les avait coupés de leur culture au point où ils étaient interdits d'aller à l'école. Quand vous dites que Adam écoutait les cours que dispensait l'instituteur, c'est parce qu'ils étaient interdits d'école. Donc, beaucoup de jeunes. Pas être privilégié, voilà, c'est ça. Non, non, il fallait être soit privilégié, soit fils de colon, ou soit fils de caïd, c'est-à-dire de collaborateurs des colons. Et eux, ils étaient les gamins qui avaient envie d'apprendre, parce que tous les enfants ont soif d'apprendre.
tous les enfants n'ont pas envie de passer leur journée à garder des chèvres ou des moutons, eh bien, ils s'approchaient de l'école quand les fenêtres étaient ouvertes au beau jour. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient A, B, C, D, évidemment. Et beaucoup ont appris des choses comme ça. Et Monsieur Grandjean, qui est dans ce quartier, le savait cela. Et c'est pour ça qu'il laissait les fenêtres tout le temps ouvertes du printemps jusqu'au dernier jour d'été. Et c'est comme ça que beaucoup se sont instruits d'une certaine façon. Donc, alors, en quelque sorte… Oui. Non, vas-y. Non, c'est beaucoup instruit, c'est beaucoup dire. On a appris à lire et même à écrire leur nom, parce que beaucoup ne savaient pas écrire leur nom. Moi, je vois par exemple mon père, donc qui était un alphabète, ben, pour signer des documents, il faisait une croix. Mais on a l'impression que quand je vous dis ça, vous pouvez penser que je vous parle du XVIIIe siècle. Non, c'était dans les années 50, 60, 70 en France. C'est des générations d'analphabètes. C'est pour ça, quand on me dit les bienfaits de la colonisation française, je dis, attendez, de quoi parlez-vous, quoi? De quoi parlez-vous à l'indépendance, il y avait 90% d'analphabètes. Alors, où allaient les bienfaits de cette colonisation? C'est ça que je veux dire. Et voilà, tout ça, c'est le fracas du monde. Le fracas, et en même temps, je dois aussi dire que dans ce fracas, évidemment, il y a aussi tout un humour qu'on appelle l'humour du désespoir, et c'est très drôle. Enfin, parce que ces gens-là rient, hein, même dans le désespoir, vous riez. D'ailleurs, c'est ça qui sauve, parce que sinon, c'est vrai, c'est pas un roman dramatique, hein, c'est pas un roman qui pleure. Ce n'est pas. Non. Ben, en fait, dans tous mes romans, voilà, j'aborde souvent des sujets graves, parce que je ne sais pas écrire pour la Bibliothèque Rose, hein, je suis désolé. Mais oui. Non, mais je veux dire, ça a son charme, mais je ne saurais pas faire. Voilà. Alors, comment t'es-tu documenté pour tout le côté… Ah ben, il y a eu quelques travaux universitaires. Oui. Pour savoir combien il y avait d'Antillais, combien il y avait d'Algériens. En fait, quand on dit par exemple, quand on dit les tirailleurs sénégalais, en fait, c'était tous les Noirs. Il n'y avait pas de tirailleurs ivoiriens. Même les Antillais étaient considérés comme des tirailleurs sénégalais, c'est pour vous dire. Et puis pour les Allemands, c'était des Noirs de toute façon, qu'ils soient antillais ou du Mali, ça ne changeait pas. Et donc, je me suis renseigné à travers tout un tas de documents sur les frontaliers, mais moi, j'étais sidéré d'apprendre qu'il y en avait autant en France, quoi. Et c'est d'autant plus sidérant que quand ces gens… Parce que souvent, les fameux gardiens, souvent, ils fermaient les yeux. Et il y en avait des centaines qui s'évadaient de temps en temps et tout. En fait… alors, je ne sais pas si c'est pour soulager leur bonne conscience qu'ils fermaient les yeux, mais en fait, ils n'allaient jamais très loin, ces gens-là, une fois qu'ils étaient évadés, parce qu'ils ne parlaient pas français, ils étaient repérés, ils pensaient bien qu'avec leur tête d'arabe, les Noirs et tout, lâchés dans des champs en Picardie, ils étaient rattrapés par les premiers gendarmes. Bien sûr. Ils ne savaient même pas où ils étaient. Comme ils étaient analphabètes, ils ne savaient pas lire les panneaux, donc ils étaient paumés dans des champs de patates, à se faire attraper par le premier gendarme. Akli, tu l'avais depuis longtemps dans ta tête, ce roman. Tu avais besoin d'écrire un petit peu cette histoire qui te touche. Moi, elle me touche beaucoup parce que, comme je vous disais, c'est une histoire, comme je te disais, c'est une histoire que j'avais longtemps en tête parce que sur ces vieux jours, mon père me racontait des bouts. Mais mon père ne me racontait pas une histoire. Il ne me disait pas, tiens, il était une fois, je vais te raconter ma vie. Il racontait des bouts comme ça, il n'en avait jamais parlé. Hein. Et il me racontait comment il avait été prisonnier des Allemands, comment il avait découvert Paris allemand. Pour lui, il comprenait rien. Il avait même appris quelques mots d'allemand, etc. Il n'imaginait pas du tout Paris comme ça. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur la géographie, l'espace, et puis surtout ce que pensaient ces gens, parce que un soldat réunionnais pris dans cette histoire ne pensait pas la même chose qu'un soldat algérien ou marocain. Ils avaient chacun une vision différente de la France. Et puis, surtout, se retrouver dans un chaos pareil, quoi. Alors, désolé, pour défendre une liberté qui n'était pas la leur. Voilà. Désolée, c'est moi qui reviens parce que Nathalie ne peut plus se connecter. Voilà, son aléa du direct. Donc, c'est moi qui vais vous poser les questions et qui vais revenir avec les questions. D'ailleurs, justement, à propos de ce que tu étais en train de dire, Akli, est-ce que… j'imagine que ton père n'est plus de ce monde ou est-ce qu'il a lu… Voilà. Est-ce que le fait qu'il ait disparu, est-ce que tu aurais aimé qu'il lise ce livre ou plutôt que tu lui lises ce livre, en tout cas que
qu'il sache que tu avais écrit sur ce sujet? Je pense qu'il aurait été sensible parce que finalement, moi, dans cette histoire, je suis que le passeur de son histoire. Mmh. Et en fait, ce qui est le plus blessant et peut-être le plus cruel pour quelqu'un, c'est de ne pas savoir lire et de ne pas mettre des mots sur ses mots à lui. Et donc, en fait, sa façon de guérir, finalement, c'est de parler, comme tous les gens qui ne savent pas écrire. Imaginez, je sais pas, imaginez que vous êtes toute seule en Chine et vous ne savez pas lire, il n'y a personne qui parle votre langue autour. Mais c'est à devenir dingue au bout d'un... eux, c'est beaucoup ce qu'ils ont vécu. Et donc, et souvent, ils ont gardé ces blessures parce qu'ils ne voulaient pas rajouter de l'humiliation à l'humiliation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette situation, vous avez des enfants, vous avez envie de leur apprendre une certaine dignité, une certaine hauteur, et vous n'avez pas envie de raconter de la misère. Vous n'avez pas envie que vos enfants s'apitoient sur vous. Ils disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce père? C'était vraiment pas grand-chose, quoi. Comment je peux être fier de quelqu'un qui a été rabaissé si bas? Alors, à chaque fois, il se rehaussait, il s'inventait c'était quasiment un héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais je savais bien qu'au fond de ça, c'était pas la vérité. Mais c'était une façon de dire à ses enfants, vous voyez bien, j'étais pas grand-chose. J'ai fait des choses, je m'en suis sorti, je suis sorti vivant de cet enfer. Et déjà, pour beaucoup, c'était beaucoup. Tu étais déjà écrivain quand tu discutais avec lui? Oui, j'étais écrivain. Et tu lui avais dit que tu voulais écrire sur ce sujet ou... Non, mais c'est-à-dire que pour lui, écrivain, c'était, par exemple, quand on demandait à mon père qu'est-ce qu'il fait ton fils, en parlant. Il était gêné parce que comme ce qu'il n'arrivait pas, quelque chose qui le dépassait, qui était de l'ordre de la magie, c'est que lui, il était analphabète, fils d'analphabète depuis des générations, et son fils d'un seul coup devient écrivain. C'est comme il s'était passé 10 siècles entre lui et son fils. Alors, il n'osait pas dire le mot écrivain parce que pour lui, ça renvoyait quelque chose de savant, des gens précieux, des noms de rue, des personnages qu'il voyait à la télé, qui parlaient avec des gros livres et tout. Alors, il disait, lui, je crois qu'il ne fait rien d'intéressant, il raconte des histoires aux gens. C'est comme ça qu'il disait qu'il voulait dire écrivain. Donc voilà. En même temps, ça n'a pas été le fait d'avoir des parents analphabètes. Pour moi, ça n'a pas toujours été cruel. Parfois, c'était plutôt la belle vie. C'est-à-dire que je pouvais écrire des histoires à côté d'eux, oser, etc. Et tout. Ils étaient incapables de lire ce que j'écrivais. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu écris? Je dis, je raconte une histoire pas très intéressante pour vous, alors que j'étais enflammé. Alors, il y a plein de commentaires et je ne vais pas tous les lire, pardon à tous, parce que il y a beaucoup, ce n'est pas des questions, c'est des commentaires. Il y a merci de donner une voix à ces milliers des nôtres enroulés dans une guerre qui n'était pas la leur pour leur pays, qui ne les considérait pas comme les leurs. Il y a beaucoup d'échanges, en fait, ça suscite énormément d'échanges. Il y a Irène qui voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'écriture de ce livre. Est-ce que tu as découvert quelque chose? Est-ce qu'il y avait des choses particulières au moment où tu l'écrivais que tu ne savais pas du tout J'ai découvert des choses sur moi parce que, bon, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, Frédéric, mais il y a deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains qui écrivent à la troisième personne, c'est il, elle, et c'est les bons dieux sur leur livre. Ils sont omniscients, ils savent tout sur les personnages, etc. Et puis il y a les personnages, il y a les écrivains ou écrivaines ou auteurs qui écrivent à la première personne, c'est-à-dire que ils sont les acteurs. C'est comme si moi je les écris tous à la première personne. Donc quand j'écris ce roman, moi je suis en 1939 et je suis un soldat, vraiment. Quand je pousse une porte, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais je veux ne pas savoir. Et quand je suis rentré dans ce lieu, je me suis retrouvé dans le fracas, dans un front de salac, dans la boue, à dormir, etc. Puis je me suis dit que mon père avait vécu ces situations. Et je les ai trouvées d'autant plus douloureuses que j'y étais. Et en même temps, on est tous les personnages, quand on est la première personne, c'est parce que quand je suis quand Adam est avec le personnage de Samuel, qui est juif, en fait, il ne parle pas à un juif de haut. Il lui parle comme je vous parle.
Donc, en fait, il ressent sa douleur, ses rires, ses inquiétudes, son questionnement et pourquoi nous, on n'aime pas, et pourquoi on nous aime pas. Pourquoi on nous aime pas. Et l'autre lui répond. Et le troisième personnage qui s'appelle Tariq, qui a une fascination, qui se découvre une fascination à la lecture de Mein Kampf, parce qu'il y a un chef de camp qui lui a donné Mein Kampf parce qu'il se tenait bien, et il découvre en lisant ce livre que ça fait écho en lui, qu'il pense que Hitler, il ne dit pas que des conneries. Et donc, imaginez la conversation entre les trois. Et donc, quand il y a un échange avec Tariq, on se demande pourquoi ce personnage, à ce coup, en lisant Mein Kampf, ça fait écho à son histoire, pas son histoire, mais l'histoire de son pays, en pensant que peut-être que le fascisme, c'est une façon de penser le monde. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que tous ces gens embarqués dans cette guerre, en fait, ils ignorent tout. Il n'y en a aucun qui a lu limite comme les Français, il n'y en a aucun qui a lu Mein Kampf, ils ne savent pas ce que c'est que des Allemands. Évidemment, ils ne savent pas ce que c'est qu'un camp de concentration, je veux dire, en Allemagne. La déportation des Juifs, ils ne sont pas au courant. Ça, ils l'apprennent quand ils arrivent à Paris. Sinon, ils sont coupés du monde. Déjà, ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Voilà, c'est des animaux qu'on a envoyés au front. Et donc, ils découvrent tout ça. C'est pour ça que c'est la stupeur quand même Samuel, donc, qui est juif, qui découvre en arrivant à Paris, il connaissait un peu la haine des Allemands vis-à-vis des Juifs, mais il n'imaginait pas que c'était à ce point-là. Parce que lui, en fait, il se prend pour lui, c'est un Algérien comme les autres. C'est pas, je veux dire, c'est un colonisé aussi. C'est pas un Juif de France qui a tous les éléments en tête pour comprendre pourquoi le nazisme. Lui, il démarque de son bled, de sa mosquée des Juifs, du village. Donc, ils sont aussi coupés. Ils apprennent rien. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journaux. Ils ne savent pas lire. Enfin, eux savent lire, mais pour la plupart, ils ne connaissent rien de cette histoire. Ils ne savent même pas pourquoi cette guerre est déclarée. Imaginez, on vous envoie au front, on ne vous dit même pas pourquoi. On vous dit tu as les Allemands, il faut les tuer. Mais pourquoi je dois les tuer? Et quel est l'enjeu de cette guerre? Ils n'en savent rien, on ne leur dit pas un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Se retrouver dans un... Puis on ne leur en dit pas un mot parce qu'on ne les considère pas, tout simplement. C'est tout. Ils pensent qu'ils ne sont pas là pour penser. L'histoire d'amour, c'est un rajout, je dirais, à Klee et sa sensibilité, où c'est une façon de raconter aussi comment on ne peut pas vivre sa propre vie intime quand quelque chose vous embarque et vous éloigne de tout ça. Mais moi, je pense que d'abord, je pense que la vie sans amour, c'est pas la vie. Ça, on en sera tous d'accord, écrivain ou pas écrivain. On est d'accord. D'accord, mais c'est surtout que quand vous êtes embarqué dans un chaos comme ça, si vous n'avez pas un espoir, s'il n'y a pas quelque chose au bout du tunnel qui vous tient, en l'occurrence, là, c'est son histoire d'amour, mais elle sert à quoi votre vie? Hormis essayer de sauver votre peau, mais une fois, il n'y a que ça qui compte. S'il n'y a pas une idée d'un amour possible au bout, mais vous devenez très vite, vous tombez très vite à l'état animal, puisque vous dormez mal, vous bouffez mal, vous êtes une bête de somme, et c'est quoi votre vie? Vous avez fait la guerre, vous êtes prisonnier, vous êtes encore dans un état de délabrement pire que sous la colonisation. Mais quel est l'intérêt de vivre? Donc, s'il n'y a pas une Zina qui va vous éclairer votre chemin, votre vie, votre demain possible, vous ne tenez pas. Est-ce que Zina, il y a une répercussion avec le père ou c'était vraiment dans la narration? Il y a un emportement, d'ailleurs, c'est sensible dans le livre, tout est juste. J'en profite pour dire que c'est un livre magnifique. Et d'ailleurs, il y a des commentaires il y a un Fred qui dit « Heureux de t'avoir lu et de t'entendre ». Il y a des conseils d'autres livres. Après avoir lu ton livre, la plupart des lecteurs souhaiteraient vivre les prochaines années avec Adam. Est-ce que tu envisages une suite? Oui, ça se pourrait, mais bon... Est-ce que d'ailleurs ce père, il en était affecté dans la vie qu'il a eue après, ou il n'en parlait finalement peu et finalement c'est
c'était classé dans… Parce que ce n'est pas les mêmes générations non plus. Hein. Non, ce n'est pas les mêmes générations, mais après, il faut savoir que les Algériens, puisqu'il s'agit des Algériens, en fait, j'allais dire que pour la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le début de la colonisation jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance et même après, en fait, on a l'impression que c'est un peuple qui est doué pour le malheur quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont échappé à aucun chaos. Ils ont été colonisés dans une violence indescriptible, ça aussi. On les a enrôlés pour la Seconde Guerre mondiale, pour la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu donc la Seconde, et ensuite, il y a eu la guerre d'indépendance. Et c'est un peuple qui a vécu dans le fracas et dans le chaos tout le temps. Et parfois, on se dit, mais c'est un peuple d'agités, de surexcités et tout. Mais quand vous avez une histoire comme ça aussi lourde, soit vous vous en sortez parce que vous avez du recul, vous avez de l'humour, parce qu'il n'y a pas de psychanalyse en Algérie, il n'y a pas de psychologue, c'est vous en sortez, la psychologie, c'est vous-même, hein, vous vous en sortez. Alors, ce qui marche très bien en Algérie, c'est l'humour des histoires, parce qu'ils sont très drôles. Et s'il n'y avait pas ça, mais ça serait un peuple qui serait suicidé depuis longtemps, quoi, avec un passif aussi lourd. Et donc, pour en revenir à mon père, non, il n'en parlait pas plus que ça. Il en parle pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que d'abord, je crois que les gens, regardez les gens qui sont sortis des camps, les Juifs qui sont sortis des camps, ils n'en ont pas parlé. Hein. Non, il y avait ça a commencé avec Simone Veil, qui a vraiment, oui, et puis Primo Levi, mais il y avait un pacte tacite qui était que comme tout le monde voulait se reconstruire, on n'avait pas envie d'entendre de parler de ça. Ressasser leur misère. Les gens, ils se disent, oh là là, on est sorti de cet enfer, essayons de trouver autre chose, un échappatoire, essayons de revivre tout simplement. Et pas de ressasser déjà, à mon avis, il n'y avait pas besoin de rechasser. Selon moi, il devait en cauchemarder des nuits et des nuits. S'il fallait en plus en parler dans la journée, ce serait, quel est le rôle ajouter du malheur au malheur. Quel est le rôle, selon toi, des écrivains par rapport, enfin, je veux dire des romanciers, par rapport aux historiens? Qu'est-ce qu'on amène de plus en visitant cette histoire? Nous, ce qu'on apporte en tant qu'écrivain par rapport aux historiens, c'est qu'on apporte de l'humanité. C'est-à-dire qu'on incarne des personnages de tous les jours dans un conflit qui les dépasse bien souvent. Tandis que des historiens, ils ne vont pas vous parler des petites gens. Ils vont dire le général Tartampion, le Führer, le machin truc, etc. Il y aura 50 000, il y a eu 50, 100 000 documentaires sur Hitler. Mais sur les petites gens qui passent comme dans des ombres dans les films, vous voyez, comme des figurants et tout, il n'y a pas. Et nous, on apporte ça. On apporte ce regard des gens qui se disent, mais la guerre, c'est toujours nous qui payons cette guerre. Voilà. Mourir pour des idées, l'idée est excellente et c'est eux. Et c'est un peu ça. C'est toujours les mêmes. Puisque vous voyez à la fin de la guerre, finalement, ceux qui avaient commencé la guerre, ils sont toujours là. Et entre-temps, il y a eu un cortège de morts innombrables, et dans les deux camps, aussi bien en Allemagne qu'en France, aussi bien que… Et voilà, nous, on apporte de l'humain, des sentiments, des besoins de vivre, des besoins de se dépasser quand on est embarqué dans la grande histoire, et que nous sommes que des petites histoires. Mais c'est grâce à nos petites histoires que la grande histoire existe. Et c'est pour ça qu'il faut lire absolument le livre d'Akli Tadjer, D'amour et de guerre. Et je te remercie d'avoir participé à cette rencontre, un endroit où aller. Et en plus, c'est le jour de la sortie, donc c'est très symbolique comme ça de le présenter. Ouais. Merci à tous ceux qui étaient là pour nous écouter. Et puis, il y en a d'autres encore qui vont arriver après, puisque ça reste sur la page Facebook. Et puis après, ce sera encore mis en ligne. Merci à Laurence Gilardi de la librairie La Rose des Vents à Dreux. Merci Frédéric, merci Akli. Vous avez une bise de toute l'équipe en fait. Oh là là,
Repisez-les Je de vois ma un part. petit merci à tous de Caroline Laurent, éditrice. Oui, Caroline Laurent, Voilà, importante. ouais, importante. Et donc, nous, on se retrouve demain à 19 h pour le livre d'Éric Faye, Fenêtre sur le Japon aux éditions Piquier. Donc, peut-être, je pense que Nathalie devrait être là demain. Voilà, c'est la première fois depuis que toutes ces, je ne sais plus à combien on est là, 170, 175, tout à l'heure, oui. voilà, que Nathalie disparaît pendant Bah, vous la l'émission. saluerez Voilà. de ma part. Voilà. Hein. En tout cas, merci à tous et puis je te laisse le mot de la fin, Akli. Ah. Eh bien, que vous dire que c'est mon 13e roman, c'est le jour de sa sortie. Et je ne suis pas superstitieux d'habitude, mais j'ai envie de l'être ce soir. Oui, mais le chiffre 13, c'est un très beau chiffre, le 13. Hein, c'est un très beau chiffre, oui, oui. Voilà. Ça va être formidable. Et puis, voilà. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi à tous nos amis libraires, c'est que quand vous êtes écrivain, une librairie, c'est un peu notre ambassade. Voilà. Oui. Et puis maintenant, tu as fait ta part, comme on dit le colibri. Voilà. C'est au libraire de faire la leur. Merci à tous. Elle sera faite avec plaisir. Je vais vraiment le conseiller beaucoup, beaucoup parce que c'est un très, très beau roman. Merci N'en Akli. doute pas. Merci Laurence, merci Akli. Et merci Nathalie. Au revoir à tout le monde. Au revoir.